On redevient sérieux, Antonin André et Ophélie Roch, parce que j'accueille sur ce plateau, lors de cette émission, Marie Costa, maire d'Amélie-les-Bains. Bonjour Madame le maire. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Alors, je le rappelle, ce qu'il s'est passé dans votre commune dépasse l'entendement et vous y êtes totalement étrangère, Madame le maire, mais je vais rappeler les faits. Votre commune d'Amélie-les-Bains, 3500 habitants, avec, il y a quelques jours, 2 jeunes de 10 et 13 ans qui ont mis le feu à une salle communale. Conséquence, c'est une de vos décisions, Madame le maire, couvre-feu pour les moins de 15 ans. Alors, cette salle, Madame Costa, était dédiée à l'accueil des jeunes. Vous nous confirmez qu'elle a été entièrement détruite déjà et qu'on est passé tout près de la catastrophe, parce que je crois que votre jolie commune est située tout près d'une forêt, c'est ça? Alors voilà, elle est située en pleine montagne. Bon, donc si vous voulez, cette salle communale, qui est une salle très importante pour la sociologie du village, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Donc, outre l'accueil des jeunes, dès que des baptêmes, des mariages, des fêtes, etc. Enfin, il s'y passait plus exactement. Et donc cette salle a la particularité d'être encadrée par 2 énormes pins parasols et d'être à 5 mètres. Donc il y a une route qui sépare d'une forêt de chênes verts qui monte jusqu'à un fort Vauban et qui va jusqu'à la frontière espagnole, qui est à 5 kilomètres. Donc, on a frôlé le drame, en fait, là. En fait, il y a eu 2 drames qui ont été évités. Le premier, c'est évidemment ce feu qui aurait pu aller jusqu'à la frontière espagnole. Bon. Et d'autre part, évidemment, si jamais les jeunes n'avaient pas pu sortir de la pièce où ils ont mis le feu. Vous voyez, donc on a évité 2 drames, donc finalement les choses se terminent plutôt bien. C'est pour ça qu'il me semble urgent d'avoir un acte symbolique qui sorte du discours performatif. Voilà. Alors, quel est le profil socio-culturel de ces jeunes? Et puis surtout, au-delà, et je ne veux certainement pas stigmatiser qui que ce soit, ni une classe sociale, ni qui que ce soit, mais déjà, les jeunes, qu'est-ce qu'ils sont devenus là? Est-ce qu'ils, pendant qu'on se parle, ils sont en liberté dans la commune et tout va bien? Je suppose qu'ils sont chez leurs parents. Donc ils sont en liberté, gens, voilà. Bien sûr. Et il s'agit de 2 jeunes, deux jeunes vraiment locaux, tout à fait de la classe moyenne. Je veux dire, il n'y a pas de problème social, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien à fantasmer de ce côté-là. C'est bien. C'est d'ailleurs ce qui est très inquiétant, là. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de vacances occupationnelles pendant l'été, qui est doublée certainement d'une espèce de pyromanie d'atmosphère due à l'afflux des images. Marie Costa, vous parlez, pardon de vous couper, parce que c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez de pyromanie d'ambiance. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que, si vous voulez, vous prenez des jeunes qui, évidemment, n'ont pas encore un esprit fait comme vous et moi, qui sont en pleine formation avec toutes les souffrances de la préadolescence, qui, comme on le sait, arrive de plus en plus précocement maintenant. Bon. Et tout d'un coup, vous voyez un afflux d'images de feu. Le feu, c'est beau, le feu, ça fascine. Et donc, déjà, ces 2 gamins nous avaient déjà donné du fil à retordre au niveau de la police municipale en mettant le feu à des poubelles. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de crescendo. Et donc l'incendie d'un bâtiment, ça fait suite à des petits délits qu'on aurait tendance à considérer comme mineurs. Madame le maire, on les a un peu vus venir quand même, ces 2 jeunes. Franchement, moi, j'ai pas vu venir ça. Alors, je ne suis pas Madame Irma, évidemment, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un passage à l'acte sur un bâtiment. Non, pas du tout. Voilà. Alors, Ophélie Roch, enseignante, donc tout indiqué pour vous questionner, Madame le maire, souhaite intervenir. Oui, bonjour madame. J'avais une petite question, parce que vous êtes en effet maire d'une commune de 3500 habitants, donc c'est vrai que c'est à la fois grand et petit. Est-ce que vous avez pu parler ou discuter avec les parents, et qu'est-ce qu'ils vous en disent? Parce que c'est quand même un peu... Je les connais, les parents. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans une commune, si vous voulez, c'est l'été. On est dans une station thermale. Bon, c'est l'été, les parents travaillent, les enfants sont dehors, et puis tout d'un coup, l'enfant, on a l'impression qu'il est là, et puis il est allé plus loin, il est plus là. Voilà. Donc après, pourquoi l'enfant a-t-il un briquet? Autre question. Moi je pense qu'il y a un problème de parentalité responsable qui se pose, qui dépasse très largement Amélie-les-Bains. C'est qu'on a des générations de parents qui eux-mêmes sont restés dans leur tête plutôt des enfants ou des adolescents, et que donc on a tout d'un coup des plantes qui poussent sans tuteur.
J'ai envie de dire, c'est un peu ça. Vous savez, ça me fait penser au roseau sauvage, voilà. Ce magnifique film de Tavernier, vous voyez, il y a cette idée de roseau sauvage. Alors bon, ces enfants, là, je voudrais leur mettre une limite, voilà, et mettre une limite surtout aux parents. Il faut quand même comprendre que quand on fait un enfant, bon, on va accompagner quelqu'un dans sa construction et on va l'accompagner toute sa vie. Et donc, il est temps de revenir à des choses de bon sens. C'est aussi simple que ça, du bon sens. Alors, je crois quand même que l'un des parents a malgré tout sermonné son enfant. Alors, oui, plus que ça. Un peu léger, hein, d'ailleurs, vu les circonstances. Mais voilà, nous ne sommes pas face à des parents qui n'ont rien dit sur ce qu'il s'est passé à leurs enfants. Il y a eu quand même une petite leçon de morale. Heureusement, mais si vous voulez, on n'en est plus là. Je crois que la leçon de morale, tout comme d'autres discours à d'autres niveaux, ça reste de l'ordre le performatif, ça marche pas. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va faire un grand discours, etc. S'il n'y a pas d'effet concret, s'il n'y a pas un effet concret, s'il n'y a pas une crainte, s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du marquage de l'autorité, parce qu'il s'agit de ça quand même. Moi, j'ai pas peur de prononcer des mots. Hein. Bon, donc c'est l'autorité qu'il faut rétablir là. L'autorité des parents qui sont défaillants, mais l'autorité aussi tout autour d'une société qui, par exemple, avant, dans un village comme le nôtre, mais les enfants, ils étaient élevés par tout le monde. Jamais un enfant ne se serait éloigné sans que quelqu'un ne le voie. Sauf que comme on vit dans un individualisme forcené, l'enfant des autres n'est plus le nôtre. Donc c'est une espèce de démission collective, une démission du collectif et une sorte d'érection de l'individu en totem qui est insupportable. Donc l'enfant ne se sent plus appartenir à un groupe. Antonin André souhaite vous interpeller. Justement, je suis tout à fait intéressé par votre témoignage et vous parliez justement de la nécessité d'un acte d'autorité, de rappel à l'ordre, de rappel des règles. Quand ces enfants ont été interceptés, je ne sais pas exactement quelles sont les circonstances, mais quand ils ont été récupérés, identifiés et récupérés, est-ce qu'il y a un moment où il y a une confrontation avec des policiers, avec une autorité, voire même avec un juge des enfants qui pourrait justement jouer ce rôle de pression, j'allais dire, et de marqueur qui pourrait imprimer quelque chose dans leur esprit, comme le souvenir d'une sanction et de règles à respecter? Alors, chose très importante, d'abord, un des enfants nous a été ramené par son père. Donc là, il y a une conscience des parents qui ont ramené l'enfant immédiatement. Et donc, il y avait évidemment les gendarmes, les pompiers, la police municipale. Donc, il y a eu une première confrontation directe à l'autorité. Ensuite, vous savez bien qu'on ne peut pas, en France, mettre un mineur en garde à vue. Donc déjà, l'enfant, ce soir-là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez lui. Bon. Ensuite, nous avons porté plainte. C'est-à-dire, moi, j'ai porté plainte en tant que mairie, puisque j'ai quand même un équipement communal qui a disparu. Bon, le président de la communauté de communes qui possédait dedans du matériel a également porté plainte, parce qu'évidemment, il se retrouve sans le matériel en question, plus le club de foot intercommunal qui lui aussi a vu son matériel brûlé. Donc, il y a une plainte, donc ça veut dire qu'évidemment, ça suit. Voilà. Madame le maire, Marie Costa, maire d'Amélie-les-Bains, je le rappelle, on sait que les maires qui décident d'instaurer comme vous le faites, des couvre-feux dans leur commune, sont souvent retoqués par le tribunal administratif. Est-ce que ça, c'est votre crainte? Est-ce que vous avez déjà eu vent près de chez vous d'une Ligue des droits de l'homme? Je le dis au hasard. Écoutez, moi j'ai déjà donné personnellement. J'ai déjà donné personnellement parce qu'on avait des groupes d'enfants, 12 ou 13 ans, qui nous ont terrorisés pendant les mois de janvier, février et mars, donc en évidemment crevant des pneus de voiture et en cassant les vitres des voitures garées. Donc vous imaginez que dans une station thermale, c'est quand même pas exactement idéal, vous voyez, pour attirer le chaland. Bon, donc évidemment, là aussi j'ai pris un arrêté. Bon, évidemment cet arrêté a été cassé à la demande de la Ligue des droits de l'homme parce que c'était soi-disant liberticide et que évidemment, comme malheureusement en février et mars on était en période électorale, ça a été perçu comme évidemment une prise de position politique et électorale, ce que ce n'est pas du tout. Donc là je suis ravie déjà qu'on soit plus en période électorale. Madame le maire, ce qu'il faut préciser peut-être pour que les auditeurs comprennent, c'est que en prenant cet arrêté de couvre-feu, en fait vous donnez le pouvoir aux policiers municipaux qui sont présents de pouvoir contrôler les jeunes, parce qu'il y a une infraction qui est faite, parce que verbaliser. Si la loi permettait aux policiers municipaux de contrôler les jeunes sans qu'un
sans aucune infraction commise en soirée, il y aurait une façon d'endiguer ces violences en amont, j'allais dire. Et en fait, vous êtes contrainte à prendre ce couvre-feu pour donner pouvoir à vos policiers municipaux. Absolument. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont, quand M. Daragon s'occupait de la police municipale, je fais partie des maires qui ont écrit pour demander une extension des pouvoirs de nos polices municipales. Donc, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on se retrouve avec des supplétifs, ça c'est la réalité, des supplétifs à la gendarmerie nationale, parce que vous savez comme moi que les effectifs de la gendarmerie nationale, c'est la peau de chagrin. Donc, tout d'un coup, l'État a trouvé comment faire payer à la commune ce qu'il ne paye plus lui-même. N'ayons quand même pas peur de dénoncer les réalités. Bon, donc on a des polices communales. En ce qui me concerne, moi j'ai 3 fois l'effectif que m'impose ma strate de population. Voilà. Madame Marie Costa, bon, alors là pour le coup, ce couvre-feu a été mis en place depuis quelques jours. Est-ce que vous sentez finalement, eh bien, que la Ligue des droits de l'homme va à nouveau vous chercher des poux? Pardon de le dire comme ça. Écoutez, je vais vous dire, j'en sais rien, parce qu'on a fait très attention. D'abord, j'aime pas du tout le mot couvre-feu, parce qu'en fait, ça a un côté presque médiéval. Vous voyez, le couvre-feu. Puis il y a un côté défense passive aussi, qui quand même dramatise un peu la situation. En fait, il s'agit d'interdire qu'un jeune ou une jeune, c'est pas du tout sexiste ce que je dis, de moins de 15 ans se promène dans la nuit, donc entre 23h et 6h du matin, sans être accompagné d'un adulte. Bon, c'est encadré dans le temps. On a choisi le 1er septembre, donc on a tout fait pour que normalement ça passe sous les fourches codines de la Ligue des droits de l'homme. Mais vous savez comme moi que ce sont des fourches codines extrêmement élastiques et pesantes. Voilà. N'avez-vous pas peur, parce que vous êtes une magnifique station thermale traversée par un fleuve qui s'appelle le Tech. Non, mais c'est très bon vivre. Il fait bon vivre, effectivement, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, comme ça, je redore un peu le blason de votre jolie ville, Madame le maire. Mais alors, n'avez-vous pas peur, parce que là, on vous a vu, et vous avez raison, vous avez pris la parole, vous avez fait preuve d'un énorme courage. Mais n'avez-vous pas peur que cette histoire soit un peu contre-productive dans une ville comme la vôtre, qui dépend aussi du tourisme thermal? Un village où on met le feu aux salles communales. Voilà. Vous savez, ce qui est contre-productif, c'est le silence. Ce qui est contre-productif, c'est de taire la réalité. Ça, c'est contre-productif. Ce qui est, je veux dire, là, qu'est-ce que c'est? C'est 2 gamins qui ont fait une bêtise. Bon, certes, elle est énorme, et donc certes, on leur met des garde-fous, mais des garde-fous pour eux. Surtout des garde-fous pour eux. Mais je vois pas en quoi ça vient, comment dirais-je, flétrir la réputation d'un village. Moi, je crois que ce qui est grave, c'est de le taire. Parce que si tout le monde parlait en même temps, et si tout le monde expliquait la réalité de ce qui se passe, la réalité de la détresse d'une certaine jeunesse, parce qu'il y a une oisiveté que nous n'avons pas connue, il y a une absence de lecture que nous n'avons pas connue, voilà.